Laurent Wauquiez, on va essayer de faire une petite synthèse, ça n'a pas été évident, mais je ne voudrais pas si on a oublié quelques passages. Donc vous êtes diplômé vous aussi de Normal Sup, de l'ENS, vous êtes agrégé d'histoire. Vous devenez en 2004, oui, à 29 ans, le plus jeune député français. En juin 2007, vous êtes nommé secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, avec comme objectif de moderniser la communication gouvernementale. Lors des municipales de 2008, vous êtes élu maire du Puy-en-Velay au premier tour. Tout le monde sait où est le Puy-en-Velay. J'ai bien vérifié. Donc, toujours en 2008, vous êtes nommé secrétaire d'État, chargé de l'emploi auprès de Christine Lagarde. Et en novembre 2010, vous êtes nommé ministre chargé des Affaires européennes et en 2011, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, où l'une de vos priorités a été d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Vous êtes conseiller politique de l'UMP depuis mars 2009 et en 2010, vous avez lancé la droite sociale. Vous êtes réélu député de votre circonscription en 2012 et vice-président de l'UMP depuis octobre 2012. Je précise que vice-président de l'UMP, ce n'est pas une caractéristique très sélective. Voilà. Bon, je vais essayer de respecter le timing, ce qui, si j'ai bien compris ce que chacun fait, me laisse au moins 30 minutes d'intervention. Je me permets évidemment de saluer Louis, que vous avez appelé Loulou, très amicalement, d'autant qu'il est connu beaucoup plus modeste stagiaire, et que je l'ai vu croître avec un chemin d'indépendance qui me fait très plaisir. Alors, Fonder demain, pour moi, ça a une signification que j'aime beaucoup, qui renvoie à une interrogation très personnelle. Au fond, quand vous regardez les politiques parler de demain, il y a sans cesse cette idée qu'on doit réformer, s'ajuster, changer, se projeter vers un espèce de futur qui suppose de tout laisser en chemin. Et ce que j'aime beaucoup dans l'approche qui est celle de Fonder demain, c'est de se dire, précisément, construire demain, c'est pas tout lâcher. C'est pas tout jeter. C'est essayer de faire un travail de discernement entre un certain nombre de points d'ancrage, de repères qu'on doit réaffirmer. Et ça fait partie de la fondation de demain. Et à l'inverse, d'autres domaines où il faut effectivement avoir le courage de changer et d'inventer quelque chose de nouveau. Et ce que j'aime beaucoup dans votre approche, c'est qu'elle invite à refuser une espèce de facilité qui consiste à se dire demain c'est un refus de tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est abandonner en chemin tout ce qui nous a construit et qui aujourd'hui serait une pesanteur, et c'est ça qui va constituer la modernité du pays à l'avenir. Et Fonder demain, c'est au contraire une autre démarche qui consiste à regarder l'état d'une société et d'un pays lucidement et de se dire qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux même réaffirmer, et quels sont à l'inverse les sujets sur lesquels je veux bouger. Juste cette démarche-là, il faut bien se rendre compte que, au-delà des analyses extrêmement poussées linguistiques, en fait, c'est un devoir juste de survie. C'est-à-dire que ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'état d'une civilisation mortelle qui a sympathiquement traversé 30 ans de déclin, dans lesquels tous les gouvernements de gauche et de droite ont une part de responsabilité assez forte, mais il y a un moment où l'histoire s'arrête. Et il y a des sociétés, des civilisations qui sortent de l'histoire et qui meurent. Les Pays-Bas, à un moment, sont sortis de l'histoire et, objectivement, n'y sont jamais véritablement rentrés. J'ai des origines dans les Pays-Bas, c'est pour ça que je me permets de dire ça. L'Espagne était la grande puissance du XVe siècle et elle a relativement plus produit grand-chose à partir de la fin de la Grande Armada. La civilisation chinoise est sortie de l'histoire pendant 4 siècles et a mis un long parcours de souffrance pour arriver à y revenir. Et je pense profondément qu'aujourd'hui, la question qui est posée à la France tout particulièrement, mais aussi à travers nous à la civilisation européenne, c'est est-ce qu'on veut sortir de l'histoire? Et est-ce qu'on accepte de ne plus rien produire, de ne plus rien dire, de ne plus être, au moins pour un certain nombre de centaines d'années devant nous? Partant de là, comme a priori je ne suis pas engagé en politique pour juste accompagner un déclin, je me dis qu'il y a un autre schéma. Et ce que j'espère, c'est que vous allez m'aider à fonder cet autre schéma, indépendamment d'ailleurs, parce que je pense que ça peut être très indépendant d'un certain nombre de clivages politiques. Ce qui m'inquiète aujourd'hui dans les chemins qui sont pris, c'est que d'abord il y a une clé de lecture qui est uniquement économique de ce déclin, alors qu'un déclin est économique, mais il est aussi social, il est dans le lien entre les individus, et il est moral. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est qu'au fond, pour ne pas traiter certains sujets de ce déclin qui sont désagréables, notamment sur l'aspect économique,
eh bien on se précipite dans une espèce d'hubris sociétale où on va mettre par terre ce qui est le plus aisé à mettre par terre, c'est-à-dire les fondements et les repères sociétaux, pour éviter de s'attaquer à ce que sont d'autres sujets un peu plus délicats que vous avez bien identifiés, qui sont notamment comment est-ce qu'on redonne une initiative et une création de valeur économique à une société qui n'en a plus aujourd'hui. Si on veut arriver à changer ça, ça suppose d'avoir beaucoup de courage et de secouer pas mal de tabous, ou en tout cas d'idées reçues, ou plutôt d'idées imposées. La première, sur le champ économique, on a besoin de donner du muscle à notre économie, mais il faut aussi être très au clair sur ce qu'on veut faire. Est-ce que ce qu'on veut faire, c'est construire une société de consommation, et auquel cas il faut ouvrir grand nos frontières, ou est-ce que ce qu'on veut faire, c'est garder une société de création et d'entrepreneuriat? C'est pas la même. Est-ce que la vision de l'économie qu'on promeut, c'est celle d'une entreprise et d'une inscription dans le temps long, ou est-ce que c'est celle d'un univers de spéculation à court terme? C'est pas non plus la même vision de société. Est-ce que c'est celle du libre-échange pur et dur, qui est érigé en espèce de nouveau veau d'or, dont on se dit en soi il est bon? Ou est-ce qu'on se dit non, le but c'est derrière de créer un humain qui s'enrichit par son travail, et donc en soi, ouvrir les portes et les fenêtres du marché européen sans s'assurer d'un minimum de contrepartie en face n'est pas nécessairement positif. Personnellement, moi je considère que dans le même temps où il faut moderniser l'économie française, toutes ses structures de fonctionnement, il faut aussi s'interroger sur ce qu'est notre conception du capitalisme et ce qu'est notre conception du libre-échange, et j'assume assez volontiers de dire qu'une dose de protectionnisme européen n'est pas forcément une hérésie quand on voit face à nous d'autres zones géopolitiques qui, elles, le pratiquent de façon très pragmatique et beaucoup plus efficace que nous. De ce point de vue, pour moi, le défi, c'est à la fois d'accepter ce que sont, au fond, les enjeux d'une compétition mondiale et du libéralisme, mais pas de le faire naïvement ou sans être capable de poser un certain nombre de points de repère. La deuxième question qui se pose par rapport à moi, c'est comment une société tient. La France déteste ce qui est moyen. Elle adore les extrêmes. Soit les publics les plus fragilisés, soit l'élite et ceux qui sont en haut. Et la France déteste ce qui est moyen, ce qui est la classe moyenne et ce qui est au milieu. Et je pense qu'elle la déteste tellement qu'elle a fini par la laminer. Et qu'aujourd'hui, dans la société française, on passe de réussir assez bien le fait de tuer les classes moyennes de notre pays. Or, je ne crois pas que vous tenez une société s'il n'y a pas de classe moyenne. Et tout notre fonctionnement social aujourd'hui concentre énormément de charges sur les classes moyennes, qui sont systématiquement oubliées, parce que c'est pas très glamour de parler de classe moyenne. C'est mieux soit de faire du trait social, soit à l'inverse de dire chacun pour soi. Sauf que la réussite de la société française, et même le modèle de société européenne, c'est celui de l'équilibre. Et cet équilibre-là, il est porté par des classes moyennes qui ont été beaucoup trop oubliées depuis 30 ans. La troisième interrogation que je porte, c'est celle du social. C'est quoi faire du social? Louis parle de la doctrine sociale de l'Église. Je pense qu'on l'a totalement oublié. Aujourd'hui, en France, on fait du social en versant des prestations sociales, ce qui est un oubli et au fond une forme de mépris par rapport aux gens qu'on aide, avec une confusion qui est assez dangereuse entre le fait d'aider quelqu'un à reconstruire son autonomie et le fait de lui verser une prestation chaque mois. C'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est aujourd'hui un des points qui leste énormément la société française, avec des dépenses sociales qui coûtent très cher, qui sont totalement non productives, c'est-à-dire qui n'aident pas véritablement les gens, et qui surtout aboutissent à une perte de repères et de valeurs, puisqu'on ne fait plus du social en essayant de reconstruire un chemin vers le travail, mais on fait du social, ce que moi je dénonce très fortement, qui est du social assistanat, et qui ni n'aide ceux auxquels on est supposé tendre la main, qui au fond gère administrativement des dispositifs d'aide, et ne permet pas aux gens de reconstruire leur parcours d'autonomie. Ensuite, vous avez évoqué la question de l'école. Je suis très frappé de voir, et il faut à un moment parler de ces thèmes, la France produit 20% d'illettrés. 20% d'illettrés. Ce sont les statistiques du Mexique. Alors certes, le Mexique s'est beaucoup amélioré, mais nous, on a surtout beaucoup chuté. Et de ce point de vue, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur qu'est-ce qu'a produit 30 ans de conception de l'école, dans lequel apprendre par cœur est considéré comme étant une insulte, dans lequel inciter les enfants à l'effort est banni, dans lequel l'attention à des enfants qui peuvent être en difficulté en essayant de les reconstruire sur un chemin d'exigence n'est pas une bonne solution, et dans lequel, au fond, on a systématiquement tiré vers le bas.
et où on a, à mon avis, beaucoup dispersé tout ce qui était les apprentissages fondamentaux, alors que je ne vois pas comment est-ce que vous arrivez à construire le parcours d'un enfant s'il n'est d'abord pas construit sur juste la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Et je crois que de ce point de vue, on a une vraie question à poser, enfin ce sera la tienne, qui est comment est-ce qu'on s'assure juste de ne pas avoir condamné nos enfants à l'âge de 7 ans, puisque quand ils franchissent le CP sans savoir lire et écrire, ils quitteront le système scolaire à 16 ans en situation d'échec lourd. Aujourd'hui, c'est une des principales faillites de notre pays. On ne l'évoque pas parce qu'on vit toujours sur le fantasme des hussards noirs de la République et de l'école de la Troisième République. Aujourd'hui, on a une des écoles les plus calamiteuses d'Europe. Il faut le dire et il faut surtout le changer rapidement. Alors, dans ma ville du Puy, on a construit des initiatives avec les professeurs des écoles où, en partant juste sur des process assez simples d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, on a réussi à améliorer de quasiment 30 à 40% la maîtrise de ces savoirs, en assumant d'apprendre par cœur, en assumant de mettre des notes pour motiver les enfants, mais en assumant aussi d'aider ceux qui étaient en difficulté, et au fond, en assumant un parcours d'exigence et pas de facilité. En moins d'1 an, on a réussi à redresser de façon assez extraordinaire les statistiques d'apprentissage de la lecture et de l'écriture à la sortie du CP. Donc je me dis que ce n'est pas impossible, mais on s'est heurté à un dogme de l'éducation nationale assez lourd, qui refuse tout ce qui précisément va contre cette idée d'un espèce d'affaissement par le bas. Et puis il reste l'essentiel, en tout cas pour moi. D'abord, quelle place pour la famille ? On a été plusieurs, je pense, ici à s'être investis sur une certaine vision de la famille au moment de la loi sur le mariage pour tous, mais il ne suffit pas de s'arrêter à ça. Il faut prendre compte du risque de fissuration de la famille et comment est-ce qu'on la reconstruit. Dans ma ville, par exemple, on donne des cours de cuisine aux familles. Ça a l'air stupide, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que plutôt que d'acheter des plats cuisinés, que plus personne ne se pose autour d'une table pour dialoguer ensemble, de faire en sorte que les familles apprennent à cuisiner ensemble et qu'il y ait un moment de partage autour du repas. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que plutôt que d'attendre que les familles aient explosé, et ben en faisant ça, ça reconstruisait du lien entre les parents, entre les enfants, et d'essayer de reconstruire des choses. Je crois que dans notre défense de la famille, on ne peut pas être statique, on ne peut pas être en attente. On ne peut pas attendre qu'on nous explique que de toute façon, ce qu'on défend est condamné, parce que la preuve, c'est que la modernité montre que toutes les familles explosent. Je pense qu'au contraire, il faut se battre pour trouver des moyens innovants de redonner un sens et de réinvestir la société moderne du concept de la famille. Reste enfin pour moi 2 derniers thèmes. Il est assez extraordinaire de voir comme la France est capable de défendre le coq de Bruyère et d'être incapable de la moindre attention pour l'embryon humain. Comme vous mobiliserez très facilement des associations sur la défense du taureau dans une corrida, et comme la question de l'euthanasie sur les personnes âgées est en revanche un sujet qui nécessite beaucoup plus d'énergie pour arriver à le faire passer. Société assez étonnante, qui investit beaucoup sur le retour à la relation avec la nature, et qui dans le même temps met un tel acharnement dans sa déconstruction de sa relation à l'humain. Je crois que de ce point de vue, nous, ce qu'on doit défendre, c'est, au fond, c'est la même filière de raisonnement. Celle qui nous amène à essayer de respecter la nature qui est autour de nous doit être exactement la même qui nous amène à respecter l'humain autour de nous. Et celle qui est portée parfois par certains écologistes qui défendent une contradiction de raisonnement qui me surprend toujours, incitant l'homme à se modérer dans son recours à la science, doit de la même manière être pour nous une incitation à modérer notre recours à la science dans le rapport à l'humain qui est pourtant une composante évidente de la nature qui est autour de nous. Et puis, enfin, il y a cette question de nos racines. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Je l'ai trouvé posé de façon très intelligente dans le rapport à l'autre. Et je crois qu'on ne construit pas le rapport à l'autre dans l'oubli de ce qu'on est. On est une société, on est une culture, on est une civilisation, on est une belle culture, une belle civilisation, et qui peut s'ouvrir à condition qu'elle ne donne pas le sentiment d'avoir honte d'elle-même. De ce point de vue, ne pas avoir inscrit dans l'Europe les racines qui sont à la fois nos racines chrétiennes mais historiques est une erreur. De ce point de vue, s'acharner à ne pas vouloir apprendre à nos enfants les repères historiques qui sont communs, dans une démarche de tolérance, est à mon avis aussi une erreur. Et je ne pense pas précisément qu'on fonde demain en nous expliquant que l'ouverture à l'autre part du postulat de la négation de ce qu'on est. Je crois au contraire qu'on s'ouvre beaucoup plus fortement à l'autre, comme vous l'avez très bien défini avec un exemple concret, quand on sait qui on est et quand précisément on a dans notre rapport à l'autre quelque chose à offrir. Tout ça, c'est des sujets qui sont assez tabous, ou en tout cas qui sont très mal appréhendés par le politique aujourd'hui, qui nécessitent aussi qu'il y ait une nouvelle génération qui monte, la vôtre, je ne parle pas de la mienne, et qui soit capable, au fond, d'assumer ce changement de société très sereinement sans se le laisser dicter.
Et pour moi, ça se résume à une chose que d'ailleurs j'ai découvert de façon plus forte cette année, et le mouvement aussi de l'engagement dans la Manif pour tous, qui n'était pas pour moi naturel au début, m'a beaucoup transformé de ce point de vue. Je pense qu'on n'a pas à être l'éclair d'une modernité qui nous est dictée de l'extérieur. Et je ne crois pas qu'il y ait un futur qui soit préparé d'avance et qui ait à l'avance expliqué ce qu'allait être l'évolution de la société. Et pour moi, ce que signifie fonder demain, c'est précisément refuser cette bien-pensance d'une modernité qui nous dicterait ce que va être notre avenir. Je crois que c'est à nous de le définir, qui suppose de faire la ligne de partage entre des valeurs qu'on veut réaffirmer et sur lesquelles on n'a pas envie de bouger, et à l'inverse, des domaines de société où on a conscience qu'il faut profondément se réformer et s'ajuster. Et pour ça, incontestablement, ce qu'il faut, c'est se préparer, ne pas laisser cette modernité s'imposer à nous, mais construire nous-mêmes ce qui est demain, et ce qui est une valeur beaucoup plus féconde que celle d'une espèce de post-modernité qui serait due au fond juste à déconstruire tous les repères d'une société. Merci à tous.